Bonjour tout le monde, je m'appelle Alex Studley, je suis le deuxième participant à l'étude Neuralink et je suis ici pour nous compter jusqu'à la démonstration. Dans 5, 4, 2, 1, et puis... À votre tour maintenant s'il vous plaît. Salut tout le monde. Bienvenue à la présentation de Neuralink. Il s'agit d'une mise à jour sur les progrès de l'équipe Neuralink. Cela a été un progrès incroyable. Nous allons commencer par une vue d'ensemble en décrivant généralement ce que fait Neuralink. Puis nous allons entrer dans une plongée technique très approfondie afin que vous puissiez réellement comprendre ce que nous faisons exactement de manière détaillée et ce que nous pouvons faire pour améliorer les capacités humaines et, en fin de compte, construire un avenir formidable pour l'humanité. Donc ça, ce sont les neurones qui s'activent. C'est amusant de penser que le fait que je parle en ce moment, c'est simplement un tas de neurones qui s'activent, ce qui aboutit à une parole que vous entendez et qui fait à son tour s'activer des neurones dans votre cerveau. Oui, une partie de cette présentation consiste à démystifier le cerveau. C'est un organe remarquable. En fait, nous sommes essentiellement notre cerveau. Quand on dit vous, en réalité, c'est vous êtes votre cerveau. Par exemple, on peut recevoir une greffe de cœur, on peut recevoir une greffe de rein, mais je ne connais personne qui ait reçu une greffe de cerveau. Donc, vous êtes votre cerveau et vos expériences sont ces neurones qui s'activent avec des billions de synapses qui mènent d'une manière ou d'une autre à une compréhension consciente du monde. C'est quelque chose que nous commençons seulement à comprendre. Nous en sommes vraiment à peine au tout début de la compréhension de la nature de la conscience. Et je me suis beaucoup interrogé sur ce qu'est la conscience. Qu'est-ce que c'est? D'où vient la conscience? Parce que si l'on commence au début de l'univers, en supposant que la physique soit vraie, que le modèle standard de la physique soit vrai, alors il y a ce Big Bang, vous savez, la matière qui se condense en étoiles, ces étoiles qui explosent, beaucoup des atomes qui composent votre corps en ce moment étaient autrefois au son des étoiles. Ces étoiles ont explosé, puis se sont recondensées. Avançons rapidement de 8 milliards d'années et nous voilà. Et quelque part, au cours de ce très long et fascinant voyage, du moins jusqu'à nous, la conscience est apparue de manière inexplicable, ou bien les molécules ont commencé à communiquer entre elles de façon complexe et organisée. Et cela soulève inévitablement la question fondamentale de ce qu'est réellement la conscience. Est-ce que tout est intrinsèquement conscient? Peut être bien que oui, peut être bien que non. Il est difficile de dire à quel moment précis. Il n'y a pas vraiment de point distinct où la conscience n'existait pas et où soudainement elle existerait. Il semble que on est une condensation de matière qui possède une densité de Enfin, on ne sait pas ce que la véritable réponse est, que nous ne savons pas ce qu'est la conscience. Mais avec Neuralink et les progrès que l'entreprise réalise, nous allons commencer à mieux comprendre la conscience et ce que cela signifie d'être. Au passage, nous allons résoudre beaucoup de problèmes cérébraux où le cerveau est blessé ou endommagé d'une manière ou d'une autre, ou ne s'est pas développé tout à fait correctement. Vous savez, il y a beaucoup de blessures au cerveau et à la moelle épinière que nous allons résoudre en cours de route. Et je tiens à souligner que tout cela va se faire assez lentement, c'est à dire que vous le verrez arriver. Parfois, les gens pensent que soudainement, il y aura un grand nombre de Neuralinks partout. Seul, ça ne sera pas soudain. Vous pourrez voir cela se produire, vous savez, sur plusieurs années. Nous passons par des processus d'approbation réglementaire très exhaustifs. Ce n'est donc pas quelque chose que nous faisons simplement, vous savez, de notre côté, sans supervision gouvernementale. Nous
nous travaillons en étroite collaboration avec les régulateurs à chaque étape du processus. Nous sommes très prudents avec les Neuralink chez l'humain. C'est la raison pour laquelle nous n'avançons pas plus vite. C'est parce que nous faisons extrêmement attention avec chaque individu pour nous assurer que nous ne manquons jamais rien. Et jusqu'à présent, nous n'avons jamais eu de problème et j'espère que cela continuera à l'avenir. Chacun de nos implants chez l'humain fonctionne et fonctionne très bien. Et vous allez entendre certains des gens qui ont reçu les implants et les entendre s'exprimer avec leurs propres mots. Donc, ce que nous créons ici avec un dispositif Neuralink, c'est une technologie d'entrée-sortie généralisée pour le cerveau. Donc, il s'agit de savoir comment faire entrer ou sortir de l'information du cerveau et de le faire d'une manière qui ne cause aucun dommage au cerveau, vous savez, n'entraîne aucun effet secondaire négatif. Donc, c'est un problème très difficile et en général, les réactions que j'ai vues à ce sujet vont de « c'est impossible, ça a déjà été fait auparavant ». Ces personnes devraient vraiment se rencontrer, en fait. En réalité, il existe effectivement depuis plusieurs décennies des interfaces cerveau-ordinateur limitées, mais à un niveau très basique. Ce que nous faisons avec Neuralink, c'est augmenter de façon spectaculaire la bande passante de plusieurs ordres de grandeur. Donc, la bande passante de sortie d'un humain est inférieure à 1 bit par seconde sur l'ensemble d'une journée. Il y a 400 secondes dans une journée. Il est très rare qu'une personne produise plus de 400 bits de sortie par jour. Il faudrait vraiment parler beaucoup ou taper toute la journée pour peu dépasser ce chiffre. Donc, ce dont nous parlons ici, c'est de passer peut être d'1 bit par seconde à, au final, des mégabits, puis des gigabits par seconde. Et la capacité de faire la télépathie conceptuelle consentie. Maintenant, l'entrée dans le cerveau est bien plus élevée, surtout à cause de la vision. Selon la façon dont on le compte, cela pourrait être de l'ordre du mégabit ou dans la gamme des mégabits pour l'entrée, principalement à cause de la vue. Mais même pour l'entrée, nous pensons que cela peut être considérablement augmenté jusqu'au niveau du gigabit et au-delà. Et une grande partie de la réflexion que nous faisons, c'est nous prenons un concept dans notre esprit et nous le compressons en un petit nombre de symboles. Donc, lorsque vous essayez de communiquer avec quelqu'un d'autre, vous essayez en fait de modéliser l'état d'esprit de cette personne et puis de prendre peut être une idée assez complexe que vous avez, peut être même une image complexe ou une scène ou une sorte de vidéo mentale et d'essayer de compresser tout cela en quelques mots ou quelques frappes au clavier. Et cela va forcément être très dégradé. Votre capacité à communiquer est très limitée par la vitesse à laquelle vous pouvez parler et taper. Et ce dont nous parlons, c'est de libérer ce potentiel pour vous permettre de communiquer, comme je l'ai dit, des milliers, voire des millions de fois plus vite qu'il n'est actuellement possible. C'est une avancée incroyablement profonde. Ce serait un changement fondamental dans ce que signifie être humain. Donc, nous commençons par réduire la souffrance humaine ou en abordant des problèmes que les gens peuvent avoir. Par exemple, s'ils ont eu un accident ou s'ils souffrent d'une maladie neurologique dégénérative, donc ils perdent la capacité de bouger leur corps ou en cas de blessure essentiellement. Donc, notre premier produit s'appelle Télépathie et il permet à quelqu'un qui a perdu la capacité de commander son corps, de pouvoir communiquer avec un ordinateur, de déplacer la souris et en fait d'utiliser un ordinateur avec à peu près la même dextérité et à terme une dextérité bien supérieure à celle d'un humain avec des mains fonctionnelles. Ensuite, notre prochain produit s'appelle Blind Sight et il permettra à ceux qui ont une perte totale de la vision, y compris s'ils ont perdu leurs yeux ou le nerf optique ou peu, n'ont jamais vu,
qui sont aveugles, même aveugles de naissance, de pouvoir voir à nouveau. Au début, avec une résolution plus faible, mais à terme, une résolution très élevée. Et ensuite, sur plusieurs longueurs d'onde. Donc, vous pourriez être comme Geordi LaForge dans Star Trek et voir en radar, voir en infrarouge, en ultraviolet, des capacités surhumaines, un renforcement cybernétique en somme. Et puis, au passage, cela devrait nous aider à mieux comprendre la conscience. Qu'est-ce que cela signifie d'être une créature consciente? Nous comprendrons infiniment mieux la nature de la conscience grâce à cela. Et au final, je pense que cela aide à atténuer le risque civilisationnel lié à l'intelligence artificielle. Nous sommes en fait nous avons déjà en quelque sorte 3 niveaux de pensée. Il y a le système limbique qui correspond à vos instincts, le corps, votre système cortical qui correspond à votre niveau supérieur de planification et de réflexion, puis la couche tertiaire qui est les ordinateurs et les machines avec lesquelles vous interagissez, comme votre téléphone, toutes les applications que vous utilisez. Donc V, en réalité, les gens sont déjà des cyborgs. Vous pouvez peut-être en avoir une intuition en voyant à quel point votre téléphone vous manque si vous l'oubliez quelque part. Oublier son téléphone, c'est presque comme le syndrome du membre fantôme. Votre téléphone est en quelque sorte une extension de vous-même, tout comme votre ordinateur. Donc, vous avez déjà cette couche tertiaire numérique, mais la bande passante entre votre cortex et votre couche tertiaire numérique est limitée par la parole et par la vitesse à laquelle vous pouvez bouger vos doigts et consommer l'information visuellement. Donc mais je pense qu'il est en fait très important pour nous de résoudre cette contrainte de bande passante d'entrée-sortie afin que la volonté collective de l'humanité puisse égaler celle de l'intelligence artificielle. C'est du moins mon intuition. Alors, voyons voir. Et ce dont il s'agit principalement dans cette présentation, c'est d'attirer des personnes intelligentes pour venir travailler avec nous sur ce problème. Donc, c'est pas une présentation pour lever des fonds ou quoi que ce soit de ce genre. En fait, nous sommes V, vous savez, T, très bien financés. Nous avons beaucoup de très bons investisseurs. Certaines des personnes les plus intelligentes au monde ont investi dans Neuralink. Mais nous avons besoin de personnes intelligentes pour venir ici et nous aider à résoudre ce problème. Donc, sur ce, allons-y, continuons. Bonjour à tous, je m'appelle DJ, je suis cofondateur et président de Neuralink. Et comme Ilan l'a mentionné, eh bien, en fait, nous sommes en ce moment au milieu de notre espace dédié aux robots. Nous avons une scène installée, mais vous savez, c'est en fait ici que sont construits certains des robots chirurgicaux de prochaine génération les plus avancés. Alors, bienvenue dans notre espace. Il est important de souligner que cette technologie n'est pas développée dans l'ombre. Ce n'est pas un laboratoire secret où nous ne partageons aucun progrès. En fait, nous partageons vraiment les avancées de manière très ouverte et nous vous expliquons également exactement ce que nous allons faire et nous espérons progresser dans cette direction de la manière la plus rigoureuse, la plus sûre et la plus prudente possible. Donc, pour commencer, il y a 2 ans, lors de notre précédente levée de fonds, nous avions présenté ce parcours et ce calendrier jusqu'au premier humain. Et nous menons actuellement des essais cliniques aux États-Unis pour produits que nous appelons télépathie, qui permet aux utilisateurs de contrôler un téléphone ou un ordinateur uniquement par la pensée. Et vous allez voir comment nous faisons cela et quel impact cela a eu. Et non seulement nous avons effectivement lancé cet essai clinique très important, mais à ce jour, nous avons non pas un seul, mais bien 7 participants actifs. Et nous avons également obtenu une autorisation officielle pour pouvoir lancer cet essai clinique au Canada, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, ce qui est une étape significative. Alors, avant de plonger dans ce qu'est cette technologie et ce que nous avons construit, je voulais rapidement partager avec vous une vidéo du moment où nos 5 premiers participants se sont rencontrés pour la première fois. Voilà, c'est parti.
Très bien. Nous sommes tous réunis. Salut tout le monde. Merci à tous d'être là. Euh, Je veux vraiment tous vous présenter. Oui, je suis Nolan, alias Pan. Je m'appelle Alex. Je suis le deuxième participant à l'étude Neuralink. Je suis Brad Smith, le cyborg atteint de SLA 3. Je m'appelle Mike Guatre et j'ai un processus médical qui est assez similaire à la sclérose latérale amyotrophique, également connue sous le nom de SLA. oui, je suis RG. Je suis P5 et je suppose que je suis un peu le petit nouveau dans l'équipe ici. Donc merci Nolan, le pionnier. Tu sais, il faut bien que quelqu'un commence, mec. C'était toi. Merci pour ça. Quelle a été ta chose préférée que tu as pu faire avec le Neuralink jusqu'à présent? J'ai vraiment apprécié pouvoir l'utiliser pendant mes déplacements en avion et aussi dessiner une petite moustache sur un chat. Je me suis bien amusé à faire ça. En fait, j'ai juste pris du plaisir à m'amuser avec... Oh, tu sais quoi? Je sais quelle est ma fonctionnalité BCI préférée. C'est probablement pas une fonctionnalité, mais j'adore WebGrid plus que tout dans ma vie, probablement. Je pense que je pourrais jouer à ce jeu sans arrêt pour toujours. Ce serait Fusion 360, pouvoir concevoir des pièces, dessiner le logo du chapeau avec le BCI. C'est ça. Plutôt sympa. C'est mignon. Ouais. Ouais. J'ai un petit Arduino qui prend l'entrée de mon quad stick, la convertit en un signal PPN pour aller vers un camion RC. Cool. Petit rampant sur les rochers. Eh bien, avec le BCI, Oui, continuez. a écrit du code pour piloter l'avion avec le quad stick. C'est génial. Ce que je préfère avec Neuralink, c'est de pouvoir continuer à subvenir aux besoins de ma famille et à travailler. Je pense que ce que je préfère, c'est probablement de pouvoir allumer ma télé. Ouais, c'était la première fois en 2 ans et demi que je pouvais faire ça. Donc c'est plutôt cool, mais j'aime bien tuer des zombies. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai hâte de voir ce que le BCI va proposer. J'ai une question. Qu'est-ce qu'il y a sur ton t-shirt? Il est écrit, je fais un truc qui s'appelle ce que je veux. Maintenant, l'un des principaux critères que nous suivons est le nombre d'heures mensuelles d'utilisation indépendante du BCI. En gros, est-ce qu'ils utilisent le BCI? Et pas à la clinique, mais chez eux. Et ce que nous avons remarqué, voici un graphique de tous les différents participants, les 5 premiers participants, et leur utilisation par mois au cours de la dernière année et demie. Et nous avons une moyenne d'environ 50 heures d'utilisation par semaine. Et dans certains cas, des pics de plus de 100 heures par semaine, ce qui correspond pratiquement à chaque moment d'éveil. Donc je pense que c'est incroyable de voir tous nos participants démontrer une plus grande autonomie grâce à l'utilisation du BCI. Non seulement cela, mais nous avons également accéléré notre cadence d'implantation à mesure que nous avons accumulé des preuves à la fois de la sécurité clinique et de la valeur pour nos participants. À ce jour, nous avons 4 participants atteints de lésions de la moelle épinière ainsi que 3 participants atteints de SLA, les 2 dernières chirurgies ayant eu lieu à 1 semaine d'intervalle, et nous ne faisons que commencer. Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Notre objectif final est de réellement construire une interface pour l'ensemble du cerveau. Et que voulons-nous dire par une interface pour l'ensemble du cerveau? Nous entendons par là être capable d'écouter les neurones partout, d'écrire des informations sur les neurones n'importe où, de permettre ce transfert de données sans fil rapide afin d'assurer une connexion à haut débit entre notre cerveau biologique et les machines externes, et de pouvoir faire tout cela avec une chirurgie entièrement automatisée, ainsi que permettre une utilisation 24 heures sur 24. Et dans ce but, nous travaillons vraiment sur 3 grands types de produits. Elon a mentionné plus tôt que notre objectif est de construire une plateforme et une technologie d'entrée-sortie généralisée pour le cerveau. Donc pour la partie sortie, qui est extrêmement lente à travers nos bâtons de viande, comme Elon les appelle, les mains de viande qui tiennent les micros
nous commençons par aider les personnes atteintes de troubles du mouvement, soit parce qu'elles ont perdu la connexion esprit-corps à la suite d'une lésion de la moelle épinière, de la SLA ou d'un AVC, à retrouver une partie de leur indépendance numérique ainsi que physique grâce à un produit que nous développons appelé télépathie. Et c'est pour nous l'occasion de créer un dispositif à lecture et sortie à haut nombre de canaux. Du côté de l'entrée, il y a des opportunités pour nous d'aider les personnes qui ont perdu la capacité de voir à retrouver la vue grâce à un produit que nous appelons Blind Sight. Et c'est pour nous l'occasion de développer des capacités de lecture à haut nombre de canaux. Et enfin, mais non des moindres, pouvoir également aider les personnes souffrant de troubles neurologiques, de dysrégulation invalidante ou de troubles psychiatriques, ou encore de douleurs neuropathiques, en insérant nos électrodes et en atteignant n'importe quelle région du cerveau afin de pouvoir les insérer non seulement sur la couche corticale, mais aussi dans le sillon, ainsi que dans des parties plus profondes du cerveau, le soi-disant système limbique, pour vraiment offrir de meilleures opportunités de retrouver une certaine autonomie. Nos indicateurs clés, notre North Star, sont premièrement d'augmenter le nombre de neurones avec lesquels nous pouvons interagir, et deuxièmement, de nous étendre à de nombreuses zones diverses, à n'importe quelle partie du cerveau, en commençant par la microfabrication ou la lithographie, pour changer la manière dont nous pouvons effectivement augmenter le nombre de neurones que nous pouvons observer à partir d'un seul canal, et aussi en concevant des puces à signaux mixtes pour réellement augmenter le nombre de canaux physiques afin d'interfacer avec encore plus de neurones pour permettre de transmettre davantage d'informations du cerveau vers le monde extérieur. Et puis, vous savez, tout ce que nous avons construit depuis le premier jour de l'entreprise a toujours été capable de lire et d'écrire. Et avec la télépathie, notre premier produit, l'accent a été mis sur les capacités de lecture ou de sortie. Et nous voulons affiner notre capacité d'écriture et également montrer qu'en accédant à des régions plus profondes du cortex visuel, nous pouvons réellement obtenir une vision fonctionnelle. Allons-y. Alors maintenant, juste pour vous montrer à quoi ressemblera l'évolution du produit dans les 3 prochaines années, aujourd'hui, nous avons un 0 électrode dans le cortex moteur, la petite partie du cerveau que vous voyez dans cette animation appelée la zone du bouton manuel, qui permet aux participants de contrôler les curseurs de l'ordinateur ainsi que les consoles de jeu. Au cours du prochain trimestre, nous prévoyons d'implanter dans le cortex de la parole un système permettant de décoder directement les mots attentifs à partir des signaux cérébraux jusqu'à la parole. Et en 2026, non seulement nous allons tripler le nombre d'électrodes de 1,0 à 3,0 pour plus de capacité, nous prévoyons d'avoir notre premier participant de Blind Sight pour permettre la navigation. Et en 2027, nous allons continuer à augmenter le nombre de canaux. Probablement un autre triple, soit 10 canaux, et également permettre, pour la première fois, plusieurs implants. Donc pas seulement un dans le cortex moteur, le cortex de la parole ou le cortex visuel, mais tous les éléments ci-dessus. Et enfin, en 2028, notre objectif est d'atteindre plus de 25 0 canaux par implant, d'en avoir plusieurs, d'avoir la capacité d'accéder à n'importe quelle partie du cerveau pour les troubles psychiatriques, la douleur, la dysrégulation, et également de commencer à démontrer à quoi cela ressemblerait d'intégrer réellement l'IA. Et tout cela pour dire que nous sommes réellement en train de construire un ensemble de technologies fondamentales qui nous permettraient d'avoir des centaines de milliers, voire des millions de canaux avec de multiples implants pour des interfaces cérébrales entières qui pourraient réellement résoudre non seulement ces conditions neurologiques débilitantes, mais aussi être capables d'aller au-delà des limites de notre biologie. Et cette intégration verticale et l'équipe talentueuse que nous avons chez Neuralink ont été et continueront d'être la recette clé des progrès rapides que nous réalisons. Juste pour récapituler rapidement, Neuralink est implanté avec un robot chirurgical de précision.
c'est physiquement invisible. Et une semaine plus tard, les utilisateurs peuvent voir leurs pensées se transformer en action. Et pour partager davantage sur ce qu'est cette expérience, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Sahej sur scène. Quoi de neuf, les gars? Je m'appelle Sahej. Je fais partie de l'équipe d'interface cerveau-ordinateur ici chez Neuralink et je vais parler de deux choses aujourd'hui. La première chose, c'est de quoi le dispositif Neuralink est-il exactement capable aujourd'hui? Et la deuxième, c'est comment cela impacte-t-il concrètement la vie quotidienne de nos utilisateurs? Très simplement, ce que fait le dispositif Neuralink en ce moment, c'est qu'il vous permet de contrôler des appareils simplement en y pensant. Pour être un peu plus concret, je vais maintenant vous montrer une vidéo de notre premier utilisateur. Il s'appelle Nolan, si vous vous souvenez de la partie de DJ. Et ce que fait Nolan, c'est qu'il regarde un MacBook Pro tout à fait standard, et avec son dispositif Neuralink, comme vous allez le voir, il va pouvoir contrôler le curseur simplement par la pensée, sans suivi oculaire, ni aucun autre capteur. Et ce qui est particulier à ce moment précis, c'est que c'est la première fois que quelqu'un utilise un dispositif Neuralink pour contrôler entièrement son curseur. Ce n'est pas un curseur ordinaire contrôlé par le cerveau. Il s'agit en fait d'un contrôle qui bat des records, littéralement dès le premier jour, battant des décennies de recherche sur le cerveau et l'ordinateur. Et je suis sur le point de vous montrer le clip. Le premier jour, Nolan bat le record du monde du BCI. Waouh, il gagne pas pour encore. Pas de merde. Bravo. Oh, bien joué, mec. Bien joué. Il est le nouveau détenteur du record du monde. Oh. Oh, pas question. Le premier jour. Oh. Voici cette vidéo surprise.
D'accord. Le dernier utilisateur dont je veux parler en détail est Alex, un individu remarquable. Vous avez déjà eu l'occasion de voir quelques extraits de son travail plus tôt dans cette présentation, ce qui vous a donné un aperçu de ses capacités uniques. Ce qui rend Alex particulièrement spécial et digne d'attention à mes yeux, c'est qu'il est un autre gaucher, ce qui est déjà une caractéristique intéressante, mais il se distingue encore plus par le fait qu'il écrit toujours, de manière constante et avec une grande fluidité, en écriture cursive. Cette méthode d'écriture, souvent considérée comme élégante et traditionnelle, est une partie intégrante de son identité et de son expression. Et ce qu'il a spécifiquement mentionné, avec une certaine émotion, c'est que depuis qu'il a subi sa lésion de la moelle épinière, il y a environ 3 ou 4 ans, un événement qui a profondément affecté sa vie et ses capacités physiques, il n'a malheureusement plus été capable de dessiner ou d'écrire de la même manière qu'auparavant. Cette incapacité à pratiquer ses activités créatives et expressives, qui était probablement très importante pour lui, représente une perte significative et un défi considérable dans sa vie quotidienne. Et il se vante toujours de la qualité de son écriture manuscrite. Alors, nous avons décidé de le mettre à l'épreuve. Nous lui avons donné un bras robotique, et je pense que c'est la première fois qu'il essayait d'utiliser le bras robotique pour écrire quoi que ce soit. Voici une version accélérée de l'écriture, du test Convoy et du dessin de quelque chose. On dirait bien, oui. Contrôler un bras robotique, c'est cool, mais celui-ci a une pince. Ce qui serait encore plus impressionnant, ce serait de pouvoir décoder les vrais doigts, le vrai poignet, tous les muscles de la main en temps réel. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons pu le faire avec Alex. Et vous êtes sur le point de le voir jouer à un jeu avec son oncle. Pierre, papier, tir. Pierre, papier, ciseaux, tir. Le jeu continue avec pierre, papier, ciseaux, tir. C'était en fait bien des ciseaux, oui, absolument. Y a-t-il quelque chose de plus à ajouter ou à considérer concernant ce sujet? Ou est-ce tout ce qu'il y a à dire pour le moment? Cool. Contrôler. Ouais, c'est plutôt cool. Je ne sais pas. Et contrôler une main robotique à l'écran n'est évidemment pas très utile pour la plupart des gens. Heureusement, nous avons des liens avec Tesla, qui possède la main Optimist, et nous travaillons actuellement à doter Alex d'une main Optimist. Ainsi, il pourrait réellement la contrôler dans sa vie quotidienne. Et voici la rediffusion de la fin de cette vidéo, utilisant les signaux neuronaux d'Alex. Sur une main Optimist, Sean, si tu veux lancer la vidéo... Oui. En fait, laissez-moi ajouter quelques éléments à cela, à savoir, à mesure que nous faisons progresser les dispositifs Neuralink, vous devriez pouvoir contrôler entièrement le corps et recevoir les capteurs d'un robot Optimus. Donc, vous pourriez en quelque sorte habiter un robot Optimus. C'est pas seulement la main, c'est tout l'ensemble. Donc, vous pourriez en gros vous connecter mentalement à distance à un robot Optimus, ce qui serait plutôt cool. Le futur va être étrange, mais plutôt génial. Et puis, évidemment, une autre chose qui pourrait aussi être faite, c'est que pour les personnes qui ont, disons, perdu un membre, perdu un bras ou une jambe ou quelque chose comme ça, nous pensons que à l'avenir, nous pourrons attacher un bras ou des jambes Optimus. Donc, c'est un peu comme cette scène de Star Wars où Luke Skywalker se fait couper la main avec un sabre laser et il reçoit une sorte de main robotique. Et je pense que c'est le genre de choses que nous pourrons faire à l'avenir en travaillant avec Neuralink et Tesla. Donc, cela va bien au-delà du simple fait de faire fonctionner une main robotique, mais il s'agit de remplacer des membres et d'avoir une sorte d'expérience robotique pour tout le corps. Et puis, je pense qu'une autre chose qui sera possible, c'est très probablement, à l'avenir, il sera possible de faire le lien là où les neurones sont endommagés. Ainsi, vous pouvez prendre le signal du cerveau et transmettre ce signal au-delà de l'endroit où les neurones sont endommagés ou lésés vers le reste du corps, afin de pouvoir réanimer le corps. Donc, si vous avez un implant Neuralink dans le cerveau et un autre dans la moelle épinière,
Alors, vous pouvez effectivement faire le pont entre les signaux. Et vous pourriez marcher à nouveau et avoir une fonctionnalité corporelle complète. Évidemment, c'est ce que les gens préféreraient. Pour être clair, nous avons compris que ce serait le résultat préféré. Et donc, même si vous avez une nuque brisée ou vous pourriez toujours, nous pensons en fait à ce stade, je dirais que je suis assez confiant qu'à un moment donné, dans le futur, nous serons capables de restaurer la fonctionnalité corporelle complète. Oui, bonjour à tous, je m'appelle Nir et je dirige le groupe d'applications BCI. Et je pense que les vidéos que Saïd vient de partager avec vous, je les ai probablement regardées des milliers de fois, mais à chaque fois, j'en ai encore la chair de poule. Je pense que c'est l'un des avantages sympas ici chez Neuralink. Quand on travaille ici, on peut avoir la chair de poule chaque semaine, ou même tous les quelques jours lors des bonnes semaines. C'est vraiment amusant. En tant qu'ingénieur, c'est vraiment génial parce que vous pouvez développer une nouvelle fonctionnalité, créer un nouveau modèle d'apprentissage automatique, une nouvelle fonctionnalité logicielle et la tester le jour même avec un participant pour obtenir des retours. Et vous avez déjà vu avec notre premier dispositif, télépathie, que nous pouvons répondre à des besoins très variés des différents utilisateurs que nous avons. Allant du déplacement d'un curseur à jouer à des jeux jusqu'à contrôler un bras robotique avec plusieurs doigts. Et nous n'aurions pas pu le faire sans le dispositif Neuralink. Le dispositif Neuralink nous offre quelque chose qu'aucun autre appareil ne peut nous donner, à savoir l'enregistrement de neurones individuels à partir de milliers de canaux simultanément. Le produit télépathie consiste essentiellement à enregistrer l'activité neuronale d'une petite zone du cortex moteur impliquée dans l'exécution des mouvements de la main et du bras. Mais si l'on descend seulement de 2 ou 3 pouces, il y a une autre zone du cerveau impliquée dans l'exécution de la parole. Et avec le même dispositif, la même architecture de modèle d'apprentissage automatique, la même chaîne logicielle, le même robot chirurgical, nous pouvons avoir une nouvelle application et nous pouvons le faire très rapidement. Il est vraiment intéressant de constater que si nous pouvons décoder l'intention de quelqu'un de parler silencieusement, une communication non vocale, nous pouvons utiliser cela pour révolutionner la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs, la technologie et l'information. Au lieu de taper avec votre doigt, ou de déplacer la souris, ou de parler à votre téléphone, vous pourrez interagir avec l'ordinateur à la vitesse de la pensée. Cela rendra cette interaction beaucoup plus rapide et bien plus intuitive. Les ordinateurs comprendront ce que vous voulez faire. Et nous pouvons aussi étendre cela à l'IA. Nous pouvons désormais créer une interface avec l'IA que vous serez capable d'utiliser. Nous pourrons accéder à l'information, stocker nos pensées partout, à tout moment, de manière privée et silencieuse. Encore une fois, parce que nous construisons une plateforme technologique fondamentale et que nous faisons tout en interne. Nous possédons l'intégralité de la pile, des neurones aux pixels, sur l'ordinateur de l'utilisateur. Maintenant, je vais passer la parole à Rusé pour parler de l'interface utilisateur pour PC. Merci, Mia. Ce que notre implant détecte entreprend un voyage assez remarquable pour finalement former un pixel sur l'écran d'un participant. Et cette expérience commence bien sûr par le déballage. La toute première fois qu'un participant connecte et découvre son implant, cette partie invisible de son corps, et voit ses propres signaux apparaître à l'écran, il passe ensuite à la cartographie corporelle et imagine à nouveau bouger son bras pour ressentir ce qui lui semble naturel ou non. Et il utilisera cela lors de la calibration, en utilisant l'un de ses mouvements pour déplacer à nouveau un curseur, affinant de manière itérative son contrôle tout au long de ce processus. Jusqu'à ce qu'enfin, ils soient téléportés de retour sur leur bureau personnel et puissent véritablement vivre la magie du contrôle neuronal pour la toute première fois de leur vie, une expérience absolument révolutionnaire. Et c'est dans nos interfaces de contrôle que l'intégration au système d'exploitation que nous réalisons prend tout son sens, nous permettant d'adapter à la fois le contrôle et le retour pour chaque interaction. Ainsi, pour des interactions familières comme le défilement, nous pouvons afficher un indicateur au-dessus des parties défilables de l'écran et ajouter une touche de gravité pour faire
automatiquement apparaître le curseur du participant sur cet indicateur à mesure qu'il s'en approche, afficher les vitesses réelles que nous décodons à l'intérieur et ajouter un peu d'élan à ces vitesses pour les faire continuer lorsqu'elles glissent sur la page. Il existe également des interactions uniques que nous devons résoudre dans cet espace. Par exemple, lorsqu'un participant regarde un film ou discute simplement avec quelqu'un à côté de lui. Le cerveau reste très actif et cette activité peut en réalité induire un mouvement du curseur, ce qui peut les distraire de ce moment. Lorsqu'un participant souhaite simplement déplacer son curseur pour le mettre de côté, il peut le pousser vers le bord de l'écran pour le garer là-bas. Et bien sûr, nous ajoutons une sorte de gravité pour le maintenir en place, mais ils peuvent le repousser soit avec une simple pression ferme, soit dans ce cas avec un geste. Et bien entendu, il va sans dire que toutes ces interfaces de contrôle sont conçues main dans la main avec nos participants. Donc un immense merci à Nolan et Brad pour nous avoir aidés à concevoir ces deux interfaces. Et bien sûr, ces interfaces de contrôle s'étendent également à la saisie de texte. Nous avons un excellent clavier logiciel qui fait tout ce que vous attendez de lui. Il apparaît lorsqu'un participant clique sur un champ de texte, lui donnant un retour sur la surface de la touche lors du clic. Et il prend en charge à la fois la dictée et le balayage. Bonjour, je suis Harrison, ingénieur en apprentissage automatique Neuralink. Je dois dire qu'être ingénieur en apprentissage automatique chez Neuralink, c'est un peu comme être un enfant dans un magasin de bonbons. Quand on pense aux données d'entrée de la plupart des systèmes d'apprentissage automatique, on pense peu être à des pixels, à des jetons ou à l'historique de visionnage Netflix d'un utilisateur. Les données d'entrée de nos systèmes sont un peu différentes. C'est de puissance cérébrale pure et brute. Et quand on pense au système d'apprentissage automatique que nous pouvons construire ici chez Neuralink, en réalité, notre seule limite, c'est notre imagination et notre créativité. Il n'y a aucune raison. Nos systèmes d'apprentissage automatique ne peuvent-ils pas faire tout ce que le cerveau humain peut faire, comme contrôler un téléphone, taper ou même jouer à des jeux vidéo? Juste ici, à ma gauche, vous voyez des images réelles d'Alex, l'un de nos participants, jouant à un jeu de tir à la première personne contre RJ, un autre de nos participants. Pour ceux qui ne connaissent pas les jeux de tir à la première personne, ce n'est pas un exploit anodin. Cela nécessite 2 joysticks totalement indépendants, ou 4 degrés de contrôle continus, ainsi que plusieurs boutons fiables. Contrairement à la croyance populaire, le Neuralink ne lit pas simplement dans l'esprit des gens. Il lit simplement les activations neuronales correspondant à l'intention motrice. L'un des défis amusants de ce projet a donc été de déterminer quel mouvement allait être associé au joystick. Nous avons commencé avec le pouce gauche et le pouce droit, comme d'habitude, mais nous avons rapidement constaté que la main dominante prenait le dessus sur la main non dominante. Mon exemple préféré, c'est que nous avons eu l'un de nos participants. Imaginez marcher pour le joystick gauche et viser pour le joystick droit. Donc, dans le jeu, il faisait simplement des mouvements naturels comme on pourrait le faire en réalité virtuelle dans Ready Player One. Et c'était vraiment impressionnant à regarder. Ce sur quoi nous avons finalement abouti, c'est le pouce pour le joystick gauche et le poignet pour le joystick droit. J'ai mis le public au défi d'essayer de reproduire leurs mouvements. Je suis vraiment impressionné qu'ils aient réussi à faire ça. Je voudrais parler un peu des progrès réalisés dans notre expérience de calibration du curseur. À ma gauche ici, vous pouvez voir RG, en train de terminer sa toute première calibration de curseur avec un nouveau flux en boucle ouverte, où il commence par recueillir des informations sur son intention et sur la façon de mapper l'activité neuronale jusqu'à la première fois où il contrôle un curseur, jusqu'au produit final où il a un contrôle fluide et précis de son ordinateur. Et le plus remarquable, c'est que cette expérience n'a pris que 15 minutes du début à la fin. 15 minutes à partir de rien. 15 minutes pour passer d'aucun contrôle à une utilisation fluide de l'ordinateur. Comparez cela à il y a 1 an et demi avec Pun, où il fallait plusieurs heures pour atteindre le même niveau de contrôle. Et plusieurs ingénieurs debout autour d'une table se tiraient les cheveux. Il n'y avait pratiquement pas besoin que les ingénieurs de Neuralink soient présents lors de cette session. C'était pratiquement une expérience prête à l'emploi pour notre participant. Et encore plus remarquable, nous continuons à battre des records dès le premier jour, avec RJ qui a pu atteindre 7 BPS dès sa toute première journée avec le Neuralink. Un processus de calibration aussi efficace et rapide n'est rendu possible que grâce à une haute fidélité. Estimation de l'intention de l'utilisateur ou des étiquettes. Et pour illustrer brièvement à quel point ce problème est difficile,
Voici une animation de moi-même essayant de dessiner des cercles sur mon bureau avec une souris. Maintenant, la tâche était simple. Dessiner des cercles uniformes à une vitesse constante, de façon répétée. Et comme vous pouvez le voir sur cette animation, je suis vraiment mauvais à cela. Même si mon intention était assez évidente, sans ambiguïté, l'exécution était vraiment médiocre. Il y a énormément de variations tant dans la vitesse que dans la forme elle-même. Pour visualiser cela différemment, chaque ligne ici représente l'un de ces cercles déroulés dans le temps avec des départs synchronisés. Et vous pouvez voir à quel point il y a de la variation dans le timing de chaque cercle, ainsi que ce que je fais à n'importe quel moment donné. Orthogonalement au problème d'étiquetage, il y a la non-stationnarité neuronale, ou la tendance des signaux neuronaux à dériver au fil du temps. Et je pense qu'honnêtement, c'est quelque chose de magnifique, non? Si vos signaux neuronaux ne dérivaient pas, vous ne pourriez pas évoluer. Quand vous vous réveillez le lendemain, vous n'êtes plus la même personne que la veille. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez changé, et donc vos données neuronales doivent elles aussi changer. Cette animation ici est une simple illustration de la représentation apprise par le décodeur et de la façon dont elle dérive, plus on s'éloigne du jour où il a été entraîné. C'est l'un des principaux défis que nous devons relever ici chez Neuralink pour offrir à nos utilisateurs une expérience fluide et digne d'un produit fini. Salut à toutes et à tous, chers amis. Salut à toutes et à tous, chers amis. Je m'appelle Joey. Blindsight est notre projet visant à créer une prothèse visuelle pour aider les personnes aveugles à retrouver la vue. Les utilisateurs porteraient une paire de lunettes équipées d'une caméra intégrée et recevraient un implant dans leur cortex visuel. Les scènes de l'environnement sont enregistrées par la caméra et transformées en motifs de stimulation transmis au cerveau, provoquant ainsi une perception visuelle. Et en restaurant la fonctionnalité, désormais Blindsight sera rendu possible en plaçant notre implant dans le cortex visuel. C'est une nouvelle zone du cerveau pour nous, ce qui apporte de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Ainsi, la surface du cerveau correspondant au cortex visuel ne représente que quelques degrés d'angle au centre du champ visuel. Des champs de vision plus larges sont représentés en profondeur dans les replis corticaux de la scissure calcarine. Nos fils sont capables d'atteindre ces structures plus profondes, offrant ainsi la possibilité de restaurer la vision sur un champ visuel fonctionnellement utile. Ainsi, l'implant NUN dispose de capacités expérimentales de stimulation depuis un certain temps, mais notre nouvelle puce 2 est conçue dès le départ pour la stimulation. Elle offre plus de 1600 canaux de stimulation électrique, des capacités d'enregistrement à large gamme dynamique, ainsi qu'une large gamme de courants de microstimulation et de tension. Nous pouvons atteindre ces performances parce que nous sommes intégrés verticalement et que nous avons conçu ce circuit ASIC personnalisé en interne. De la même manière, nous concevons et fabriquons nos fils, électrodes en interne, et ici vous pouvez voir l'un de nos fils standard conçus pour l'enregistrement sur une micrographie électronique. Pour la vision aveugle, nos exigences sont un peu différentes. Et notre intégration verticale nous permet d'itérer rapidement sur la conception et la fabrication de ces fils pour ce nouvel objectif. Ici, j'utilise des flèches rouges pour mettre en évidence les contacts des électrodes qui sont optimisés pour la stimulation. Et comme vous pouvez le voir, ils sont un peu plus grands, ce qui entraîne une impédance électrique plus faible pour une délivrance de charge sûre et efficace, ce qui est important pour la vision aveugle. Maintenant, comment pouvons-nous calibrer notre implant pour la vision aveugle? Voici une façon de faire. Nous stimulons sur l'implant en choisissant, par exemple, 3 canaux différents. L'utilisateur perçoit quelque chose, disons 3 points lumineux quelque part dans son champ visuel et les indique du doigt. Nous suivons les mouvements de son bras et de ses yeux et nous répétons ce processus pour chacun des canaux de l'implant. Voici à quoi pourrait ressembler un exemple simulé de vision aveugle après calibration. Je vous ai montré que, pour la vision aveugle, nous devons insérer les fils plus profondément dans le cerveau que ce que nous faisions auparavant. Et pour ça, il faut des techniques d'imagerie médicale de pointe. Nous avons donc collaboré avec Siemens pour obtenir certains des meilleurs scanners au monde. Nous avons entièrement construit notre centre d'imagerie à partir de zéro au cours de l'année passée. En réalité, cela a été encore plus rapide que ça. Il a fallu environ 4 mois du début à la fin. Depuis la mise en service des scanners, nous avons examiné plus de 50 participants internes,
constituant ainsi une base de données de l'anatomie humaine structurelle et fonctionnelle. Que pouvons-nous faire avec les informations d'imagerie issues de ces scanners? L'imagerie médicale peut donc être utilisée pour le positionnement chirurgical. Elle nous permet de délimiter les régions du cerveau en fonction de leur rôle. Et nous utilisons nos capacités d'imagerie pour affiner le positionnement destiné à la télépathie. Cela nous donne également la capacité de cibler de nouvelles régions du cerveau pour de futurs produits comme la vision artificielle ou la prothèse vocale. Et nous travaillons à développer encore plus de fonctionnalités. Par exemple, la planification automatisée de la chirurgie en un clic, des images fonctionnelles jusqu'aux cibles d'insertion pour le robot. Ici, vous pouvez voir une capture d'écran d'un de nos outils internes permettant la planification chirurgicale de bout en bout. Vous pouvez voir une région du cortex moteur appelée le N-Nub, ainsi que les trajectoires prévues des fils qui seront envoyés directement au robot. C'est un degré d'automatisation vraiment incroyable qui n'est possible que parce que nous contrôlons le système de bout en bout. Je m'appelle John et je dirige l'équipe mécanique du robot. Voici notre robot Ren actuel. Il a été utilisé pour implanter les 7 premiers participants. Ce robot fonctionne très bien, mais il présente quelques défauts. L'un d'eux est que le temps de cycle est plutôt lent. Ainsi, pour insérer chaque fil, il faut, dans le meilleur des cas, 17 secondes. Dans de nombreux cas, des perturbations extérieures nous obligent à réessayer, à réinsérer, à saisir ce fil, puis à le réinsérer. Pour augmenter le nombre de neurones accessibles grâce à un nombre de canaux plus élevé et à un plus grand nombre de fils, nous devons avoir un temps de cycle beaucoup plus rapide. Permettez-moi donc de vous présenter notre robot de nouvelle génération, qui est juste ici. En repensant la façon dont nous tenons l'implant devant le robot, en le maintenant directement devant la tête du robot, nous avons pu obtenir une amélioration du temps de cycle par 11. Ainsi, chaque fil ne prend qu'une seconde et demie. Nous avons également optimisé de nombreux aspects du flux de travail chirurgical en supprimant la station opérateur séparée et le support d'implant. L'extérieur du robot semble assez similaire entre les deux versions, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur qui compte vraiment. Chaque système a été repensé de fond en comble en mettant l'accent sur la fiabilité, la fabricabilité, la maintenabilité et en utilisant de nombreuses techniques d'intégration verticale, ce qui nous a permis d'avoir un bien meilleur contrôle du système de bout en bout. Maintenant, ce temps de cycle rapide n'a pas beaucoup de sens s'il n'est pas compatible avec une part significative de la population humaine. Avant chaque intervention, nous scannons l'anatomie du participant et nous nous assurons qu'ils seront compatibles avec le robot et inversement. Malheureusement, le robot n'est pas compatible avec tout le monde, donc nous avons dû augmenter la portée de l'aiguille dans la prochaine génération de robots et maintenant, nous sommes compatibles avec plus de 99% de la population humaine. Nous avons également augmenté la profondeur à laquelle l'aiguille peut insérer les fils. Désormais, elle peut atteindre plus de 50 mm depuis la surface du cerveau, permettant d'accéder à de nouvelles indications et de les rendre possibles. Nous devons produire une grande quantité de composants stériles sur mesure pour chaque intervention. En fait, nous fournissons plus de 20 de ces pièces, dont beaucoup sont fabriquées grâce à des capacités traditionnelles d'usinage CNC que nous réalisons juste de l'autre côté de ce mur, en réalité, ainsi que par certains procédés développés sur mesure, comme ce fraisage au laser femtoscone, utilisé pour fabriquer la pointe de l'aiguille. Or, ces procédés demandent pas mal de temps, d'efforts et de coûts. Voyons donc comment nous allons réduire les coûts et le temps pour l'un de ces composants. Ainsi, la cartouche d'aiguille actuelle a un temps de cycle total d'environ 24 heures et les composants mécaniques coûtent environ 350 $. L'assemblage final est réalisé par une équipe de techniciens hautement qualifiés. Ils doivent coller une canule de sang 50 microns de diamètre sur cette plaque de base en acier inoxydable usiné par électroérosion à fil. Ils doivent électropoler un fil de 40 microns pour obtenir une pointe effilée, puis ils doivent enfiler ce fil de 40 microns dans un trou de 60 microns dans la canule. Cela se fait manuellement. Et enfin, ils doivent souder au laser tous les composants ensemble. La cartouche d'aiguille de nouvelle génération ne nécessite que 30 minutes de temps de cycle et seulement 15 $ de composants. Nous avons pu supprimer le fil, la plaque de base usinée par électroérosion et l'étape de collage de la canule en passant à un composant moulé par insertion. Ainsi, nous recevons une boîte de ces plaques de base avec les canules déjà installées, pour environ 1 millier d'unités. Pour seulement quelques dollars, 5 ou 10 $ pièce, nous avons également supprimé l'étape d'électropolissage grâce à la nouvelle géométrie de la pointe de l'aiguille, qui est aussi compatible avec l'insertion des fils à travers la dure-mère. Nous avons mis au point quelques techniques de fabrication révisées pour supprimer l'enfilage manuel en passant essentiellement par un entonnoir.
C'est assez simple, mais cela a eu un impact considérable. Et ensuite, nous avons pu supprimer la soudure laser en utilisant le sertissage. Bonjour, je m'appelle Julien. Je suis l'un des responsables de l'équipe Implant. Aujourd'hui, la façon dont les humains communiquent s'ils veulent transmettre de l'information, c'est en utilisant leurs mains, leur voix, comme je le fais en ce moment. Et si vous voulez recevoir de l'information, vous utilisez vos oreilles et vos yeux. Et bien sûr, c'est ainsi que vous recevez cette présentation. Mais nous avons conçu cet implant. Et cet implant est très spécial, car c'est la première fois que nous pouvons ajouter un mode totalement nouveau de transfert de données vers et depuis le cerveau. Si vous regardez cet appareil en résumé, il s'agit simplement d'échantillonner des tensions dans le cerveau et de les transmettre par radio. Mais si vous prenez du recul et que vous regardez le système dans son ensemble, ce que vous voyez en réalité, c'est que nous connectons votre cerveau, ou réseau neuronal biologique, à un modèle d'apprentissage automatique, ou réseau neuronal en silicium, sur la droite. Et je trouve cela vraiment élégant, car le modèle d'apprentissage automatique à droite est en fait inspiré par les neurones à gauche. Donc, d'une certaine manière, nous étendons vraiment le substrat fondamental du cerveau. Pour la première fois, nous sommes capables de faire cela dans un produit destiné au grand public. C'est un matériel vraiment, vraiment spécial. Voici donc certains des premiers implants que nous ayons jamais fabriqués. Ce sont des électrodes qui ont été réalisées avec nos outils de lithographie interne. Nous avons également des ASIC personnalisés que nous avons conçus en interne. Et cela a vraiment constitué une plateforme pour développer la technologie qui nous permet de détecter des microvolts dans le cerveau sur des milliers de canaux simultanément. Nous avons beaucoup appris de cela, mais comme vous le remarquerez sur les deux images de droite, il y a des connecteurs USB-C sur ces dispositifs. Ce n'étaient pas vraiment les implants les plus implantables. Cette prochaine série d'images montre les implants sans fil. Et il y a eu toute une évolution que nous avons traversée pour ajouter la batterie, l'antenne, la radio, et pour le rendre réellement entièrement implantable. Une fois implanté, il est complètement invisible. Il est très compact, modulaire, et constitue une plateforme générale que l'on peut utiliser à de nombreux endroits dans le cerveau. Passer de la rangée du haut à celle du bas est très difficile. L'implant que vous voyez en bas à droite ici est en fait le dispositif que nous utilisons actuellement chez 7 participants et il augmente leur cerveau chaque jour et leur redonne de l'autonomie. Mais arrivé à ce stade, a nécessité de surmonter un très grand nombre de défis d'ingénierie redoutables. Nous avons d'abord dû créer une enceinte hermétique en faisant passer un millier de conducteurs distincts à travers l'enveloppe du dispositif. Nous avons dû trouver comment rendre la recharge fluide et fonctionnelle, avec des contraintes thermiques très strictes dans une zone extrêmement petite. Et nous avons également dû développer notre infrastructure de test afin de pouvoir soutenir une fabrication à grande échelle et garantir des dispositifs très sûrs. Et avoir confiance dans notre cycle d'itération. Alors, quelle est la prochaine étape? Nous allons augmenter notre capacité de production afin de ne pas seulement produire. Vous savez, pas seulement un petit nombre d'implants par an, mais des milliers et finalement des millions d'implants chaque année. Nous allons également augmenter le nombre de canaux. Plus de canaux signifie que plus de neurones sont détectés, ce qui se traduit par plus de capacité. De cette manière, nous pensons souvent à la loi de Moore appliquée aux neurones avec lesquels nous interagissons. De la même façon que la loi de Moore a propulsé de nombreuses révolutions par la suite, en informatique, nous pensons que le fait de détecter de plus en plus de neurones va également redéfinir complètement la façon dont nous interagissons avec les ordinateurs et la réalité en général. Je voudrais vous laisser avec une dernière réflexion. Quand j'étais enfant, on se contentait de biper, de simplement s'envoyer des bips. Oui, le premier modem était le coupleur acoustique. Appareil incroyable, honnêtement, mais ensuite, si vous avez à peu près mon âge, vous avez commencé avec un modem 56 kbps. Et vous allez sur un site web, il y avait une image et elle défilait lentement. Elle se chargeait pixel par pixel à l'écran. Voilà à quoi ressemble une limitation de bande passante. Maintenant, imaginez utiliser l'Internet actuel avec ce même modem. C'est inconcevable.
ce serait impossible à faire. Ce que l'Internet haut débit a fait au modem 56 kilobits, c'est ce que ce matériel va faire au cerveau. Nous essayons d'augmenter de façon spectaculaire la quantité de bandes passantes à laquelle vous avez accès afin d'offrir une expérience bien plus riche et des capacités surhumaines. Et pour résumer, aujourd'hui, notre vision principale est de redonner la vue à ceux qui l'ont perdue en allant au-delà de la simple correction pour restaurer une perception visuelle complète et riche. De plus, nous aspirons à atteindre une vitesse de traitement de l'information visuelle qui égale, voire dépasse, la vitesse de la pensée elle-même, permettant une compréhension instantanée et intuitive du monde qui nous entoure. La pile technologique et les défis auxquels nous faisons face. Et j'aimerais passer le micro à Elon pour quelques mots de conclusion. Eh bien, nous essayons de vous donner une idée de la profondeur du talent chez Neuralink. Il y a beaucoup de personnes très intelligentes qui travaillent sur de nombreux problèmes importants. C'est l'une des choses les plus difficiles à réellement réussir à créer. Et que cela fonctionne à grande échelle, soit fiable et accessible à des millions de personnes à un prix abordable. Donc, c'est un problème extrêmement difficile et nous aimerions que vous nous rejoigniez pour nous aider à le résoudre. Merci.